aussi en ce moment. Voilà, donc merci beaucoup. Agathe Cagé, merci d'être là avec nous ce soir. Vous êtes notamment autrice de l'essai Respect, qu'on trouve là grâce au partenaire avec Mola, qui est paru aux éditions des Équateurs en 2021. Vous êtes docteur notamment en sciences politiques, vous avez plein d'autres activités. Joe Spiegel, vous étiez prof de PS. Voilà. Vous allez peut-être nous dire en quoi être, j'allais dire l'EPS, mais on dit le sport, EPS, je ne sais pas si ça se dit encore. On peut dire encore EPS, c'est comme SVT, je crois que ça ne se dit plus. Bref. En quoi l'EPS et la politique seraient peut-être liés. Et surtout, vous étiez maire d'une ville qui s'appelle Kingersheim, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Vous allez pouvoir nous décrire un peu cette ville de 1989 à 2020. Donc 5 mandats d'élu local. Ma première question, avant d'entrer dans le vif du sujet, ça va être la question très scolaire de la définition de la démocratie. En fait, qu'on soit toutes et tous d'accord sur le sujet de ce soir. Parce qu'il y a notamment un point important, c'est la différence entre la démocratie et la république. Ça, je pense que c'est intéressant déjà de le souligner. Et je vais vous la poser à vous, vous allez pouvoir prendre votre micro, Agathe. Pour vous, quelle est la définition, ou quelle est votre définition de la démocratie ? Je vais avoir une réponse très scolaire, mais d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et dire mon plaisir d'être là ce soir, de pouvoir participer à ces échanges, notamment sur ce sujet, parce que voilà, c'est aussi dans cette ville que j'ai fait mes premiers pas démocratiques, du conseil de la ville Île-Seine jusqu'à mon premier vote dans les urnes. Donc c'est une résonance toute particulière d'échanger sur la démocratie ici pour moi. La Constitution, dans son article française de 58, dans son article 2, nous redonne la définition de la démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Elle ajoute, dans son article 3, la manière de fonctionner de la démocratie française. On est sur un modèle de démocratie représentative. Le peuple souverain délègue sa souveraineté aux représentants, et on est sur une démocratie représentative avec des modes d'expression également semi-directs, avec la possibilité d'avoir recours au référendum. J'ajouterai que ce qui est essentiel dans la démocratie, c'est le respect de deux choses, la séparation du pouvoir d'une part, d'autre part, l'universalité du suffrage. Et peut-être un troisième point, que là j'emprunte à Pierre Mendès France, qui disait la démocratie peut être avant tout un état d'esprit. Ça me paraît essentiel. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des institutions démocratiques, nous vivons en démocratie, et pourtant nous sommes à une époque où les failles de notre démocratie sont profondes, où les citoyens s'éloignent des urnes. On a donc des choses à réparer dans notre démocratie, et on a donc cet état d'esprit démocratique, y compris à institutions constantes, à faire revivre, et on a insufflé quelque chose de nouveau dans notre système démocratique. On parlera de ça ce soir. Merci Agathe. Je vous vois opiner, Joe, sur la citation de Pierre Mendès France. C'est avant tout un état d'esprit, la démocratie ? Absolument. La démocratie doit être habitée, notamment par les représentants. Sinon, on n'est pas en capacité de coproduire de l'intérêt général, de porter attention à l'intelligence collective, aux citoyens. Et je souriais parce que Pierre Mendès France est un des 4 auteurs que je cite dans la Maison de la citoyenneté que nous avons construit en 2006. Et dans l'Agora Pierre Mendès France, qui dit que dès qu'un homme trouve un sens universel à son action, fût-elle humble ou modeste, il découvre en lui un citoyen. Il y a donc de la démocratie et dans la citoyenneté une dimension de transcendance républicaine, de dépassement de quant à soi, de recherche du commun. Et c'est, pour revenir sur la définition, il faut remonter jusqu'à 1820 pour comprendre que pour la première fois, on a considéré la démocratie comme la construction de la société des égaux. Pas les égaux, E-G-O-S, l'égalité. Avec à la fois le souci de l'égalité des droits, et on en est loin, et l'accès de tous à l'exercice de la souveraineté. Et moi, j'aime à dire que la démocratie n'est pas au sens du verbe être, elle naît au sens de la naissance. C'est la conception d'Hannah Arendt, du pouvoir commencer. Et si j'ai une définition à retenir de la démocratie, c'est précisément ce qu'elle disait de la démocratie. Elle disait que la démocratie, c'est organiser l'espace qui existe entre les gens. Donc ça ne peut plus se réduire à un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans, à un grand débat sans suite une fois tous les 10 ans, à une consultation, une bidon tous les 3 ans, ou un budget participatif qui cache l'anesthésie de la forêt démocratique. Et donc, je pense que pour que la démocratie soit vivante, il faut qu'elle soit continue, réelle, effective. Et il faudra donc substituer au lexique politicien de l'entre-soi une grammaire démocratique exigeante, partagée,
où on commence par la capacité de se mettre à l'écoute, de donner du sens, de susciter le débat, la délibération, de susciter la co-construction, puis la décision et l'engagement. Et je pense que ma conviction, c'est que la démocratie gagnera à la construction d'un pacte civique où on croit profondément que les transformations en profondeur qui sont devant nous, climatiques, sociales, c'est à la fois l'enjeu des politiques, l'enjeu des citoyens et l'enjeu des organisations syndicales, associatives, entrepreneuriales. C'est en fait le pacte civique. Et pour moi, c'est important parce que, je dis, c'est une dimension qui m'a profondément marqué personnellement dans la recherche d'un autre rapport au pouvoir. Ubu-Roi ne fera jamais de la démocratie construction. Il faut donc travailler déjà en soi sur un autre rapport au pouvoir. C'est en ce sens que je dis que les mandats que j'ai pu exercer, c'est évidemment au service du bien commun, mais c'est aussi une fantastique chance de transformation et de grandissement personnel. Comment passer de l'égo-compétition à l'alter-coopération? Comment réussir ce combat permanent entre l'ego et le service? Et donc, pour moi, la démocratie, c'est bien au-delà d'un régime, d'une institution et d'une désignation. C'est une démocratie vivante tous les jours, ce que j'appelle une démocratie construction, continue, réelle et effective, à travers un écosystème qu'on a mis en place à Kingersheim, où la démocratie transcende toutes les choses. On reviendra concrètement sur ce que vous avez fait effectivement à Kingersheim. Revenons juste sur le constat. Vous avez pointé du doigt déjà des failles. Vous avez parlé de failles, Agathe, de la démocratie. C'est quoi pour vous l'exemple le plus frappant en France de la crise de la démocratie aujourd'hui? Est-ce que c'est l'abstention? Est-ce que c'est le désintérêt? Est-ce que c'est la mauvaise qualité du débat? Il faut le dire, le débat, surtout en ce moment, est assez médiocre. Est-ce que c'est tout ça à la fois? Qu'est-ce qui, pour vous, le plus marquant dans cette crise, Agathe Cagé? L'abstention nous dit quelque chose qui est extrêmement fort. Alors l'abstention, on a longtemps dit ça ne va pas toucher tous les types de scrutins. On a dit ça va toucher d'abord que les élections européennes parce que les citoyens ne comprennent mal comment fonctionne l'Union européenne et comprennent mal en fait qu'ils vont élire dans le cas des élections européennes. Donc c'est pas très très grave de voir ces élections frappées par un fort taux d'abstention. Et puis après on a dit oui, il y a beaucoup d'abstention quand même aux élections régionales, mais les choses ne sont pas si graves que ça, parce que les élections régionales, on est quand même sur un élu de proximité qui est très éloigné du citoyen. Donc c'est pas si grave que ça, cet éloignement. Les citoyens restent très attachés au territoire de proximité. L'élu qu'ils connaissent, c'est le maire. Donc au niveau des élections municipales, il y aura encore énormément de participation, ce qui veut dire qu'il y a une forme de vitalité démocratique. On s'est retrouvé dans une situation dans laquelle, aux dernières élections municipales, et ce n'est pas uniquement dû à la situation sanitaire, à la pandémie, aux dernières élections municipales, les taux d'abstention étaient faramineux. Et aux dernières élections présidentielles, il ne faut pas oublier que le taux d'abstention au second tour est extrêmement important. C'est-à-dire que l'abstention, aujourd'hui, touche absolument tous les scrutins. Pourquoi il y a cette abstention? Et c'est ça, une manière, en posant cette question, de continuer de répondre à la vôtre. Pourquoi il y a cette abstention? D'abord parce qu'il y a une forme de défiance qui s'est développée entre les citoyens d'un côté. C'est ça, vous, la défiance en un, qui explique. On ne croit plus en le politique, pas la politique, mais le politique, la personnalité politique. Alors, la défiance, pour moi, c'est pas seulement on ne croit plus, les citoyens ne croient plus dans leurs représentants. C'est également les représentants, depuis des dizaines d'années, ont fait la preuve qu'ils ne tenaient pas leurs engagements. C'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, on a des représentants, et je parle de manière totalement apolitique ici. C'est pas une forme d'attaque par rapport à tel ou tel gouvernement. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire des 5, 10, 15, 20, 25 dernières années, on peut faire l'histoire d'un certain nombre de renoncements par rapport à un certain nombre d'engagements qui étaient pris. Or, qu'est-ce qui est au fondement du politique? Je m'appuie également sur Hannah Arendt parce qu'elle est extrêmement précieuse dans sa manière d'analyser les choses. Hannah Arendt dit, au fondement du politique, il y a la capacité à faire des promesses. Et elle ajoute, et à les tenir. La problématique qu'on a au niveau de la démocratie française, c'est que ceux qui se présentent, les responsables politiques qui se présentent au suffrage devant les citoyens, ont gardé la capacité à faire des promesses, à prendre des engagements. C'est d'ailleurs, à mon sens,
une des problématiques des campagnes aujourd'hui, des campagnes actuelles, de la manière de concevoir des programmes. C'est-à-dire que vous avez des programmes avec 250, 350, 450, 600 engagements. On ne sait pas pourquoi il y a autant d'engagements. C'est-à-dire qu'on a remplacé finalement le fait de proposer un projet, une vision de société, par le fait de prendre des centaines et des centaines d'engagements que derrière, on ne tient pas. Et cette rupture-là, entre les engagements qui sont pris et le fait que ces engagements ne sont pas tenus, en s'appuyant sur un certain nombre d'excuses que commencent maintenant à connaître absolument tous par cœur, qui sont ah mais c'est les contraintes de l'Union européenne, ou alors aujourd'hui et pour les années à venir on aura l'excuse de c'est une crise sanitaire, il y a une nouvelle pandémie, ou c'est des contraintes économiques qu'on n'avait pas anticipées, ou c'est un renversement de la situation géopolitique qui font que les promesses ne sont pas tenues. La problématique qui est la mienne, c'est pas de dire des responsables politiques ne sont pas capables de tenir des engagements. Au contraire, je crois fondamentalement, et je l'ai pratiqué, à la capacité des politiques à conduire des politiques publiques, à prendre des engagements et à les tenir. Moi, ma problématique, c'est le fait qu'on a des responsables politiques qui se sont habitués à faire des promesses sur un certain nombre de points en ayant totalement conscience que derrière, ils ne tiendront pas ces promesses parce qu'ils auront un certain nombre d'excuses pour ne pas tenir ces promesses. Or, l'excuse de on est en face d'une crise systémique comme une pandémie, par exemple, ne peut pas tenir comme justification d'une promesse qui n'est pas tenue, parce qu'on sait très bien que nous sommes entrés dans des sociétés dans lesquelles, de toute façon, il y a un risque récurrent de crise systémique qui s'impose à nous, donc il faut le prendre en compte quand on s'engage par rapport aux citoyens. Donc il y a une défiance qui est extrêmement forte, mais cette défiance-là, des citoyens, elle prend sa source dans une pratique politique qu'on a laissée finalement par facilité s'imposer comme une forme de pratique politique majoritaire. Alors après, il faudrait bien sûr nuancer. Il faut nuancer en fonction des personnalités politiques. Il faut aussi nuancer en fonction du niveau d'élus dont on parle, les acteurs municipaux ou les responsables politiques nationaux ou les parlementaires ne s'inscrivent pas toujours dans la même manière de faire de la politique. Mais le point de la défiance, pour moi, est un point qui est essentiel dans ce qu'on peut considérer comme la crise de notre démocratie. Joe, pour avancer un petit peu sur cette question de la défiance au niveau local, est-ce que vous la ressentiez aussi ou est-ce que là, on est vraiment dans un contexte national où on ne croit plus au président, on ne connaît même pas le nom d'un député, le conseiller régional plus ou moins, mais est-ce qu'au niveau, vous étiez maire, est-ce que cette défiance se ressent aussi ? C'était une de mes intuitions au début du deuxième mandat, de voir globalement. Et le pari qui était le nôtre, c'est de dire comment on peut innover dans une perspective locale globale et de changer le rapport au pouvoir et de proposer un écosystème où les gens se sentent reconnus. Et je pense qu'en effet, la défiance est au cœur de la crise démocratique. J'ai vu quelque part que 80% des Français pensent que les élus prennent de mauvaises décisions et que 50% d'entre eux pensent qu'ils le font à dessein. Quand on a ça comme constat, c'est qu'on peut avoir peur. Et donc, ça nous oblige à réinventer la démocratie. Et donc, à partir de ce constat de défiance, à partir aussi de nos propres pratiques, à partir aussi de notre rapport à l'engagement politique, avec mon équipe, avec les collaborateurs, on s'est dit, jamais nous ne sommes légitimes par le seul fait des élections. Ça, c'était le postulat au départ. Et on a travaillé pendant 5 mandats à construire la légitimité de 4 manières. La première, la légitimité par la promesse tenue. Que fais-tu de ma voix ? Dire que ce qu'on peut faire, mais faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et ça, c'est fondamental. Et je le dis ici avec beaucoup d'humilité, mais en 5 mandats, on n'a jamais renié à un élément d'un programme, d'un contrat municipal. La deuxième légitimité, c'est par l'efficience des politiques publiques. Tu parlais tout à l'heure du département, de la région, tout ça. On se tutoie parce que j'ai grandi dans le village d'à côté. Hein. Voilà. L'efficience des politiques publiques. L'usage rigoureux des deniers publics. Ça parle aux couches populaires, ça. Et quand on voit ce puzzle institutionnel où personne ne s'y retrouve, où personne n'est responsable de rien parce que chacun se renvoie la balle, ça pose problème. Troisième légitimité, pour moi, elle est fondamentale, c'est par l'éthique de l'agir public. Bien sûr, la congruence.
Bien sûr, là, pardon, là. La congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bien sûr, l'intégrité, bien sûr. Bien sûr, le parler vrai, la parésia dans une société de la post-vérité, le courage de parler vrai, bien sûr. Mais plus encore, j'ai senti combien les représentants, dont le fossé s'est créé avec les représentés, doivent être dans une démarche de modestie, d'humilité, de simplicité. Et on a travaillé des symboles qui parlent de ça et qui disent beaucoup plus que tous les équipements culturels sportifs qu'on a mis en œuvre. Par exemple, en 2011, lorsqu'on a décliné localement le pacte civique au niveau de Kingersheim, eh bien, j'ai décidé d'arrêter les vœux du maire. Les vœux du maire où le maire parle bien de lui, parce que j'ai jamais eu entendu un maire parler mal de lui ou un élu parler mal de ce qu'il fait. Les vœux, ce n'est pas le compte-rendu de mandat. Et donc, on est passé aux vœux de Kingersheim, c'est-à-dire une soirée populaire, culturelle, de plein pied. Par exemple, depuis 2011, on ne fait plus de coupées de ruban qui pèsent très lourd, parce qu'il faut le sénateur du coin, le député, le conseiller général, le conseiller régional, le maire qui ne trouve pas sa place. Et donc, on l'a remplacé par des temps d'appropriation par les citoyens. Par exemple, l'égalité démocratique, ça doit parler aux gens. Quand pour remplacer le personnel communal qui part en vacances, on fait un appel à candidature à tous les jeunes lycéens et étudiants qui candidatent, qui viennent à la maison de la citoyenneté, qui acceptent de partager le temps de travail pour que plus soit retenu, et qui acceptent qu'on fasse au tirage au sort pour que personne, au nom de quoi que ce soit, ne puisse ne pas être reconnu. Et moi, je peux vous le dire avec beaucoup d'émotion encore aujourd'hui. J'ai eu des papas pleurer parce que leur fils a été tiré au sort. Et comme par hasard, leur fils s'appelle Mohamed. Et donc, pour moi, l'égalité démocratique, ce n'est pas les discours du 8 mai et du 11 novembre, c'est l'égalité réelle. Et cette dimension de légitimité, elle est fondamentale. Simplifier, donner de la simplicité. Puis la dernière légitimité, c'est tout l'enjeu de l'écosystème qu'on a construit pendant 20 ans, qui est la légitimité par le processus de décision. Arrêter d'avoir comme horizon les individus consommateurs électeurs, mais les citoyens partie prenante du bien commun. C'est une croyance simple, c'est que toute personne unique, singulière au monde, est capable de penser, d'agir, de s'opposer, de proposer. Et puis le deuxième principe, c'est le processus est plus important que le résultat. Le résultat de l'entre-soi des politiques, ça ne passe plus. Le résultat, c'est la conséquence de démarches exigeantes, de débats, de sens et de co-construction. Moi, en tant que citoyen, je ne suis pas capable de prendre des décisions politiques. Je ne me sens pas du tout capable, je n'ai pas le temps. Est-ce que je vais venir à une réunion le soir dans une maison citoyenne ? Pas forcément, ce n'est pas mon travail. Moi, j'ai mon travail à côté, c'est le travail des élus. Donc ça, c'est ce qu'on vous a sûrement rétorqué pendant 10, 20, 30 ans. Alors, si on met en agenda des projets qui n'intéressent pas les gens, ce n'est pas s'étonner qu'ils ne viennent pas. Il faut donc aussi partir du désir de participation des habitants. Et c'est vrai que ce n'est pas naturel. C'est vrai qu'il y a du temps disponible que n'ont pas les gens. C'est vrai que les plus modestes, on les retrouvera parmi les invisibles sur les ronds-points. Mais la première chose que nous avons imaginée, c'est comment rendre la démocratie désirable. Et donc régulièrement, tous les 3-4 ans, on a organisé ce que j'appelle les Olympiades de la démocratie, qui disent simplement aux gens qu'ils sont importants dans l'intervalle des mandats. Ensuite, on a organisé une démocratie qui soit habitée par le sens, par l'idée qu'en permanence, on ne décidera pas à la place des gens. C'est avec eux, dans un processus sur lequel je peux revenir. Et j'ai toujours trouvé saugrenu que dans notre pays, on ait des lieux pour toutes les activités humaines, sauf pour celles qui consistent à décider ensemble. Et donc, on a créé la Maison de la Citoyenneté, qui vise aussi à fertiliser 3 cultures démocratiques qui nous habitent, qui nous ignorent et qui s'affrontent en permanence. C'est la culture de l'utopie et par extension du rêve, du projet. C'est la culture de l'indignation, par extension de la résistance, de l'opposition, mais aussi la culture de l'engagement, et donc celui du principe de réalité, de la complexité à prendre en compte. Et donc, à partir de là, nous avons travaillé, je reviendrai peut-être plus longuement tout à l'heure, sur l'idée comment mobiliser les gens et surtout comment permettre de cheminer ensemble. S'il y a un verbe d'action qui me paraît évident pour la démocratie, cheminer ensemble, et donc de mettre en œuvre une démocratie continue, qui n'est pas une démocratie en continu avec des palabres sans débouchés politiques, mais qui est la mise en place de séquences démocratiques. Dans chaque séquence, la pierre angulaire, c'est une instance participative qui essaie de fertiliser les points de vue différents pour avancer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qu'on n'a pas trouvés.
Et c'est vrai C'est que la question souvent- que j'allais vous poser. Mais oui. Allons tout de suite dans le détail et après je vous poserai la question suivante, Agathe. Mais bon, vous avez une maison de la citoyenneté, ça peut être un exemple concret pour tout le monde ce soir, où vous faites des délibérations sur ce qui sera ensuite discuté au conseil municipal. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est qui vient à cette maison de la citoyenneté? Ce qu'on a vu, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du grand débat, tout le monde a oublié cet objet qui était censé être démocratique il y a encore 2-3 ans, c'était en réaction au mouvement des Gilets jaunes organisé par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que c'était toujours les mêmes qui venaient à ces grands débats. Les TLM. Les TLM, toujours les mêmes. Et je suis marqué par ce TLM, pardon. J'espère que vous n'allez pas retenir que ça ce soir. Est-ce que c'était aussi le cas chez vous? Est-ce que c'était ces fameux TLM qu'on imagine d'un certain âge, plutôt masculin, Plutôt retraité, plutôt retraité? bien sûr. Bien sûr. Non, mais c'est une question. Bien sûr, il y a aussi ça. Mais l'écosystème qu'on a mis en place a permis à beaucoup de gens de participer. Par exemple, les 10 dernières années de mon mandat, on a mis en agenda 40 projets différents. Pour ces 40 projets différents, nous avons mis en agenda à chaque fois une séquence démocratique différente. Et donc 40 conseils participatifs différents. Et donc selon les sujets, on a eu des publics très différents et donc très pluriels. Et pour moi, c'était important. De là à dire qu'on a réussi à solliciter tout le monde, non. Mais par contre, on est dans l'offre démocratique. Et quand on a vu qu'en gros, en 10 ans, 3000 personnes ont réussi à débattre sur des sujets, que 700 personnes se sont inscrites pour un an et demi dans des conseils participatifs pour affronter la complexité, la représentativité de la décision, la représentation, la légitimité de la décision pèse évidemment beaucoup plus lourd que l'entre-soi de 33 conseils municipaux. Agathe Cagé, ce qu'on entend aussi pas mal en ce moment, c'est de dire que les jeunes, qui sont les 18-24 ans, sont quasiment 80% à s'être abstenus aux dernières élections. Les jeunes s'engageraient autrement. Voilà. Ils auraient moins recours au syndicalisme, ils s'inscrivent moins sur les listes électorales, ils vont moins dans les partis politiques, ils votent moins, mais ils s'engageraient autrement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se vérifie dans quelconque chiffre? Ou est-ce que c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, une manière un peu détournée de faire un peu un euphémisme sur la crise démocratique? Il y a des constats qui ont été faits, des travaux récents qui ont été publiés sur une forme de désaffiliation politique de la jeunesse, de désaffiliation politique des 18-24 ans. Pour dire quoi? Pour dire qu'on a une classe d'âge qui dit ne pas se reconnaître dans l'offre politique telle qu'elle lui est proposée, et qu'on voit moins, en effet, dans des formes de participation syndicale traditionnelle au moment de son inscription dans la vie active. Après, cette désaffiliation par rapport, ou ce défaut de reconnaissance par rapport aux formes traditionnelles que peuvent proposer les partis, ou ce défaut de reconnaissance également par rapport au débat politique tel qu'il est proposé aux citoyennes et aux citoyens, ne veut pas dire que cette génération soit une génération qui soit dans le désengagement ou dans l'individualisme, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout, et au contraire, par rapport à cette génération-là, on a des formes d'engagement qui sont des formes d'engagement qui sont différents, on a une volonté d'expression en dehors des cadres d'expression qui étaient des cadres d'expression préexistants ou les cadres d'expression préconçus. On l'a vu avec l'engagement des jeunes dans les manifestations pour le climat. Ce qui était extrêmement intéressant, c'est que c'était des formes d'engagement qui étaient des formes d'engagement transnationales qu'on retrouvait partout dans les pays du monde. Qu'on regardait un peu de près ce qui se faisait en France, bien sûr qu'on avait une plus forte participation dans ces mouvements dans le climat, des jeunes urbains qui étaient scolarisés plutôt en centre-ville et dans les lycées des grandes villes, mais pas parce que les jeunes qui vivaient dans la ruralité ou qui vivaient dans des plus petites villes n'étaient pas intéressés à ce mouvement. C'est simplement parce que dans les plus grands établissements que vous retrouvez en centre-ville, vous avez un effet boule de neige qui joue de manière beaucoup plus forte. Mais ce qui était intéressant, si vous regardez notamment la couverture qu'ont fait les médias du mouvement pour le climat, parfois vous retrouviez dans des tout petits villages du Lot ou dans la vallée du Céret, dans des collèges, vous aviez une collégienne dans une classe de 10, dans un petit collège, des petits collèges ruraux avec moins de 100 élèves, vous aviez 1, 2, 3 collégiens qui s'engageaient. Donc il y avait une forme de volonté de participation
On a également tout un activisme qui est particulièrement fort sur l'ensemble des sujets sociétaux par rapport à cette classe d'âge que vous mentionnez, des 18-24 ans, qui sont en train de créer finalement leur propre forme d'expression politique, qui peut-être demain se traduiront dans la création de mouvements politiques, dans des formes plus partisanes, ou se traduiront dans d'autres formes d'expression. La difficulté qu'on a, c'est que ces formes d'engagement, qui sont aussi des formes d'engagement citoyen très forts, et là je sors de la génération 18-24 ans, le désengagement des citoyens par rapport aux urnes se fait parallèlement à un engagement citoyen extrêmement fort dans la vie associative, dans des projets locaux, dans des actions très concrètes et dans des actions qui permettent finalement de changer ce qui se passe autour de soi, dans sa rue, dans son quartier, dans sa ville, ou en essayant d'agir aussi dans des causes qui impactent beaucoup plus au niveau mondial, la lutte contre l'extrême pauvreté, l'accès de toutes les populations aux médicaments ou aux vaccins. Je veux dire que ce mouvement d'engagement politique, mais pas dans les urnes, citoyens, et pas seulement un mouvement qui concerne la jeunesse, c'est un mouvement qui concerne tout le monde. Le problème, c'est qu'on est dans une démocratie représentative. Et une démocratie représentative, c'est une démocratie dans laquelle on élit des représentants, qui ont donc une légitimité par le bulletin de vote, et une légitimité du temps de leur mandat. Et il ne faut pas abandonner ce choix, qui est un choix essentiel, parce que les représentants gouvernent et il y a énormément de choses à gouverner. Quand vous élisez un président de la République, derrière, quand vous votez pour élire l'Assemblée nationale, que vous avez le choix du Premier ministre, derrière, vous engagez une politique éducative, une politique de santé, une politique de conduite d'une transition écologique ou pas, une politique par rapport à la politique au positionnement extérieur de la France. Enfin, vous engagez des choses qui sont extrêmement lourdes. Et il faut qu'on arrive à ramener également, sans dire aux citoyens, les autres formes d'engagement politique, d'engagement citoyen qui sont les vôtres, ne sont pas les bonnes formes d'engagement. Au contraire, c'est des formes d'engagement qu'il faut nourrir, qu'il faut soutenir, qu'il faut appuyer. Mais il faut qu'on arrive à recréer, à retisser ce lien de confiance avec les citoyens pour qu'ils aient aussi envie, à nouveau, d'aller vers les urnes. Et là, c'est tout le problème de l'offre politique qu'il aurait proposée et du débat public tel qu'il existe aujourd'hui, qui est un débat public qui est défaillant structurellement et qui fait que les citoyennes et les citoyens ne se reconnaissent plus du tout dans ce qu'on leur propose et dans l'offre de représentants qu'il leur est faite et qui fait qu'ils se déterminent soit en refusant de se déterminer, soit en se déterminant par défaut. Là, ce que vous décrivez, c'est un cercle vicieux. Je suis jeune, je ne me sens pas représenté, donc je ne vais pas voter. Et donc, le candidat ou la candidate en face ne va pas me parler parce que je ne vais pas voter. Donc, qu'est-ce qui doit changer en premier? Est-ce que c'est les candidats qui doivent se dire « il faut que j'aille chercher les jeunes », ça va être très compliqué, peut-être sans succès, et les jeunes vont revenir, ou est-ce que c'est les jeunes qui doivent faire le premier pas? Je mets les jeunes entre guillemets, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais vous voyez, ce cercle vicieux là que vous venez de décrire, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi. Non, je pense vraiment pas. Moi, je plaide, notamment dans Respect, je plaide pour une nouvelle éthique, ce que j'appelle une nouvelle éthique de l'engagement politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en droit d'attendre de nos responsables politiques, élus ou aspirants élus, on est en droit d'attendre de nos responsables politiques qui se comportent comme des personnes responsables. Une nouvelle éthique de l'engagement politique, pour moi, c'est extrêmement simple. Premièrement, ce sont des responsables politiques qui tiennent leurs engagements. C'est ce que vous disiez. Deuxièmement, ce sont des responsables politiques qui montrent de l'attention à l'ensemble des citoyennes et des citoyens dans le respect de leur singularité et dans le respect de leur diversité. Et troisièmement, ce sont des responsables politiques qui sont à même de définir et de présenter les principes et les valeurs qui guident leur action. C'est-à-dire qu'ils sont à même de rendre compte aux citoyennes et aux citoyens de ce qu'ils font et de pourquoi ils font ce qu'ils font. Ça, c'est ce qu'on est en mesure d'attendre des responsables politiques. Or, aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de circonstances, nous avons des responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur de cette éthique de l'engagement politique. Et tant que nous Pardon, je vous coupe, mais c'est une utopie que vous décrivez là. On n'y est pas du tout. Pas du tout. Ce que je décris,
c'est la démocratie française telle que nous pourrions la souhaiter pour aujourd'hui et telle dont nous avons un énorme besoin pour demain, au risque sinon d'avoir des élus qui sont mal élus, des mandats qui commencent avec des états de grâce qui ne durent que quelques jours et des mouvements sociaux extrêmement longs, extrêmement profonds, structurels, parfois violents, d'avoir une forme de délitement de l'action politique, d'avoir cette défiance qui devient quelque chose comme une forme de synonyme de notre démocratie, et donc de voir les choses totalement déconstruire, demander à un responsable politique de se comporter comme un responsable, ce n'est pas une utopie, c'est la base de ce qu'on peut attendre, et cette forme d'engagement-là, je pense qu'on est véritablement en droit d'attendre de nos élus, et qu'on est en droit d'attendre de nos élus que l'on ait, en tant que citoyen, une sensibilité politique de centre, de gauche, d'extrême gauche, de droite ou d'extrême droite, et quelle que soit la couleur et la sensibilité politique des citoyennes et des citoyens, je pense que ce qu'ils attendent de ceux qui vont se présenter à leur suffrage dans les prochains mois, que ce soit au moment de l'élection présidentielle ou que ce soit derrière au moment des législatives, c'est uniquement ça. C'est pas utopique, c'est basique. Comme dirait Orelsan, simple, basique. Compliqué à mettre en œuvre, mais simple et basique. C'est quoi le regard que vous portez, Joe, sur les 30 ans de mandature? Vous avez commencé à parler effectivement de ce qui a été bien fait, les limites aussi. Peut-être qu'on n'a pas réussi à toucher assez de monde. C'est un on pour vous. Hein. Peut-être que vous n'avez pas réussi à toucher assez de monde. Peut-être qu'il y a certaines populations qui n'ont toujours pas eu accès. Est-ce que si vous aviez la colonne des plus et des moins à faire, là, en quelques minutes, ça serait quoi sur les 30 dernières années? Et peut-être aussi, autre question, c'est peut-être les deux ou trois actions que vous ne feriez plus, et en revanche, les actions qu'il faudrait absolument faire, selon vous, avec l'expérience. Si j'avais poursuivi mon engagement politique à la mairie de Kingersheim, je pense que j'aurais favorisé l'oxygénation démocratique en mettant en place un droit d'interpellation, un peu comme à Grenoble, qui peut déboucher sur un référendum, à condition qu'il soit délibératif. Donc ça, c'est le processus de décision. J'aurais peut-être sur 2 ou 3 projets structurants confié un référendum dès lors qu'il a été précédé par une qualité démocratique. Et la qualité démocratique, pour moi, la haute qualité démocratique, c'est 3 exigences. Il faut que le processus doit être interactif, c'est-à-dire favoriser la réciprocité des échanges. C'est l'inverse des réseaux sociaux. C'est l'inverse de ce qu'on est en train de faire. C'est deuxièmement, oui, mais il y a des moments aussi d'information au débat. Il y a plusieurs éléments dans la construction démocratique. La deuxième exigence, je revendique la slow démocratie. Il faut que la démocratie soit lente. Il faut arrêter la dictature de l'immédiat. Et pourquoi ? Parce qu'il faut prendre en compte la complexité dont parle Edgar Morin. Moi, j'ai vu aucun sujet simple dans ma commune. Aucun n'est simple. Et donc, c'est pour moi une ligne de clivage forte entre les banquiers du ressentiment qui alimentent le simplisme et ceux qui ont le courage d'affronter la complexité, parce que la vie est complexe. Et la troisième exigence, c'est que dans tout processus de décision, comment on peut favoriser la transitivité entre le je singulier, responsable, et le nous collectif et solidaire. Ça, c'est les 3 exigences de la qualité démocratique. Alors, on ne touche pas tout le monde, mais j'ai l'impression que il y a eu pas mal de reportages sur Kingersheim quand j'ai arrêté mon mandat de maire, et il y a eu des micro-trottoirs. Et j'étais surpris de voir comment les gens ont fait référence à la maison de la citoyenneté. Dans l'inconscient, j'ai compris que pour eux, ça ne se décidait pas dans le bureau du maire. Donc, on a créé les conditions de la confiance. Je pense qu'on est en France la commune où le vote local et national est le plus déconnecté. Quand M. Sarkozy a fait en 2007 60%, à Kingersheim, au municipal, un an après, on faisait 69%. Moi, en homme de gauche, jamais je pouvais, sur une étiquette, être élu dans ma commune très à droite. Et j'ai jamais renoncé aux convictions, et je pense qu'on a réussi à les partager sur des choses très concrètes. Et donc, voilà, donc je pense qu'on a créé les conditions de la confiance. On a vécu des moments très forts, je tiens à le dire ici, parce qu'un processus de décision, un conseil participatif qui se met en route pour approfondir un sujet, pour affronter le réel, pour être dans la réciprocité des échanges, en général, c'est 1 an et demi.
Et ce que je revendique, c'est que ce conseil participatif, c'est l'agora. Et le conseil municipal, c'est l'ecclésia, au sens où on prend la décision. Et ce qui est très important dans ce qu'on a fait, c'est le continuum démocratique entre l'agora qui est décisif et l'ecclésia qui est décisionnaire. C'est l'inverse de la Convention citoyenne pour le climat. Ça a été un moment fantastique d'intelligence collective. Il n'y a pas eu le continuum de la décision politique derrière. Donc, juste pour rappel, Convention citoyenne pour le climat, 150 citoyennes et citoyens tirés au sort pour discuter de comment mettre la France sur le chemin de la neutralité carbone. Ça a été voulu par Emmanuel Macron. Il a dit qu'il allait tout regarder, tout soumettre au vote de l'Assemblée nationale. J'ai encore vérifié tout à l'heure. Sans filtre. Sans filtre, c'était ses propos. Rien n'a été mis à l'agenda de l'Assemblée nationale. Et ça a été pour vous une expérience démocratique intéressante? Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a eu la formation. Souvent on dit que les gens ne sont pas formés. Là, il y a eu un temps de formation, d'appropriation par les gens. D'ailleurs, on a vu des films sur ce qu'ils ont ressenti. C'est remarquable, la démarche avec des gens comme Mathilde Imer, Loïc Blondiot, Desgarants. Enfin, il y a tous les ingrédients d'une démocratie exigeante étaient là. Sauf qu'il manquait une chose au départ, c'est le périmètre démocratique. Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Jusqu'où on peut aller? Et quand vous avez l'absence d'une volonté politique au départ et d'un périmètre démocratique, vous avez la frustration derrière. Et là, c'était manifeste. Je reviens juste sur l'idée du continuum démocratique. Oui, rapidement, s'il vous Donc plaît. ça me paraît important parce que ce qu'on proposait à Kingersheim, c'est un dépassement d'une démocratie directe où on vote sans participation et d'une démocratie participative où on participe sans voter. Symboliquement, lorsque le conseil participatif est arrivé au bout de ses travaux, c'est une assemblée de 80-100 personnes, formée par 4 collèges différents, la pluralité pour moi est fondamentale, eh bien, je suspends la séance du conseil municipal, je donne la parole aux représentants des 4 collèges qui forment le conseil participatif, qui mettent sur la table les préconisations qui sont le fruit d'une intelligence collective. Et du coup, les élus qui sont partie prenante du conseil participatif, mais dont la voix n'est pas plus importante que l'habitant, que l'expert ou que le représentant de l'organisation, ils prennent le plus souvent la décision comme un fruit mûr. Et je suspends la séance pour symboliquement montrer cette articulation entre la phase qui est décisive et la phase qui est décisionnaire. Est-ce que cet exemple réussi localement peut, pour vous, être adapté à un niveau national à GATKG? Et est-ce que la Convention citoyenne pour le climat était un exemple pour vous aussi de cette réussite démocratique? Ce qui est extrêmement intéressant avec ces exemples et avec la Convention citoyenne pour le climat, c'est que ça répond à votre question initiale quand vous dites est-ce que moi, simple citoyen, j'ai la légitimité pour venir débattre et prendre des décisions sur des sujets extrêmement complexes? Moi, ma réponse là-dessus, elle est claire, elle est oui. Je pense que les citoyens et les électeurs sont en demande de complexité. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension partagée collectivement du fait que tous les sujets desquels nous avons à traiter, sur lesquels nous avons à décider, sur lesquels nous avons collectivement à agir, sont des sujets complexes. Et cette complexité-là, il ne faut pas la voir comme un mur qu'on se prendrait en pleine face et qu'on ne pourrait pas réussir soit à faire tomber, soit sur lequel on ne pourrait pas parvenir à monter pour passer de l'autre côté. Mais c'est un appel à mettre en place des systèmes dans lesquels on ait des temps d'explication de la complexité, des temps dans lesquels on nous donne l'ensemble des éléments et à partir de ces éléments-là, la possibilité de délibérer collectivement et de décider collectivement. La Convention citoyenne sur le climat a traité de sujets d'une grande complexité. Et les 150 citoyens, c'était des personnes comme vous et comme moi. C'était des lycéens, c'était des retraités, c'était des personnes dont certaines étaient très diplômées, dont certaines étaient moins diplômées, qui évoluaient dans des mondes professionnels extrêmement divers, dans des univers extrêmement divers, qui étaient très éloignés des sujets qui allaient être traités. On les a réunis plusieurs week-ends. Elles ont pu parler à des experts, elles ont pu en solliciter d'autres, elles ont pu poser l'ensemble des questions, on a pu leur exposer la complexité des problèmes et comprenant les différents enjeux, ayant l'ensemble des informations sur les différents enjeux, elles ont pu délibérer ensemble, voter ensemble et faire des propositions ensemble. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, important et pour moi qui est véritablement porteur de l'espoir qu'on peut faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on peut véritablement confronter les citoyennes et les citoyens à la complexité et leur proposer de délibérer de cette complexité
et de faire des propositions sur lesquelles il y a un accord de personnalités qui au départ ne se connaissaient pas et qui au départ, sans doute au niveau de leur sensibilité politique, parce qu'on était sur du tirage au sort, n'avaient absolument rien à voir ou en tout cas étaient représentatives de la diversité de la société française. Ce ne comprennent pas une grande partie des responsables politiques aujourd'hui quand ils utilisent des éléments de langage. Ce que ne comprennent pas les chaînes d'information continue aujourd'hui quand elles font des débats en quelques phrases sur des sujets qui sont extrêmement complexes, c'est que les citoyens rejettent totalement cette manière de construire le débat public qu'on serait en capacité de répondre en une phrase à des problématiques extrêmement fortes. Un des points de rupture qu'il y a eu pendant la crise du Covid dans les premiers mois entre le gouvernement et les Français, c'est que sur la question du port du masque, le gouvernement, au lieu de répondre à une question est-ce que le masque est efficace ou pas pour se protéger du virus, au lieu de répondre à cette question qui est une question complexe au regard des savoirs qu'on avait à l'époque, au lieu d'avoir une réponse qui aurait pu être en l'état actuel, nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'efficacité du port du masque. Et en termes de gestion des politiques publiques, nous avons une difficulté de stock que nous devons reconstituer. Nous ne parviendrons à le reconstituer dans 3 mois. Donc, nous conseillons pour les personnes qui ont des masques de le porter et aux autres personnes, nous savons qu'il n'y a pas un danger extrêmement fort pour leur santé. Au lieu de faire cette réponse longue, complexe, mais répondant à une situation extrêmement complexe, on a une réponse qui a été de dire le port du masque en population générale n'est pas utile. Sauf que quand vous vous rendez compte ensuite, comme citoyen, qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus difficile que celle-là, vous avez une parole politique qui, pour éviter la complexité, a créé de la défiance. Et vous avez des chaînes d'information en continu qui, dans leur traitement des sujets, ont tendance à avoir ce même type de réflexe. Et finalement, cette défiance des citoyens par rapport aux responsables politiques, c'est une forme de réponse à la défiance qu'ont les politiques à l'égard de citoyens. C'est-à-dire qu'on a des politiques qui, au lieu de s'adresser à des citoyens qui sont des citoyens majeurs, matures, à même de comprendre des problèmes, à même d'accepter la complexité, s'adressent à eux comme si c'était des gamins à qui il faudrait faire des phrases extrêmement simples et ça passera. Et le problème, c'est que ça passe plus. Ça passe plus ou ça crée de l'indifférence? Parce que là, ce qu'on voit, c'est surtout une espèce d'apathie générale sur la question. Même l'élection présidentielle, qui est censée être l'élection reine, ne passionne plus. Moi, j'ai surtout l'impression qu'il y a un peu de révolte, mais il y a surtout une espèce de rejet apathique du sujet. En fait, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon sujet. Avec des citoyennes et des citoyens très éloignés, pour le coup, de la démocratie. C'est une forme de... Vous pouvez avoir face à un problème finalement 3 types de réactions. Vous avez les gens qui face à une situation qui ne leur convient pas, se positionnent dans une forme de révolte, de situation de conflit. Vous avez des personnes qui ne s'expriment pas. Et puis vous avez des personnes qui choisissent la solution exit et qui s'en vont et qui sortent plutôt que d'affronter finalement la situation qui ne leur convient pas, préfèrent sortir. C'est vrai qu'on a des citoyens qui aujourd'hui, face à une situation qui ne leur convient pas, choisissent de prendre leur pied, non pas pour se rendre aux urnes, mais pour finalement regarder de loin le débat démocratique en train de se passer. Mais cette apathie politique dit un mécontentement par rapport à ce qui est proposé. C'est-à-dire que vous n'avez pas des citoyens qui, a priori, se sont dit cette élection présidentielle, le débat présidentiel à venir, va être un débat de qualité médiocre dont je ne vais pas m'y intéresser. Depuis des mois, vous avez des citoyens qui sont en train de regarder ce qui se passe dans les différents camps politiques, qui sont en train de regarder les personnalités qui émergent ou qui n'émergent pas, qui sont en train de lire les programmes, qui sont en train d'écouter les débats des primaires quand il y a des primaires, ou les débats un peu plus larges, les expressions des uns et des autres, les radios qui font des interviews politiques, les télévisions qui font des interviews politiques, font des scores d'audience plutôt corrects. Les citoyens écoutent. L'apathie naît de l'absence de rencontre entre ce qui serait leur sujet d'intérêt et l'offre politique qui leur est proposée. Donc, ce n'est pas une apathie, à mon sens, a priori. C'est un désintérêt pour le débat présidentiel
tel qu'ils sont en train de le voir se construire. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui, à mon sens, serait intéressant à interroger. On est en train de discuter, en tout cas c'est un sujet de débat aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des débats entre les candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle? Et notamment, est-ce qu'il y aura des débats entre le candidat incluant le président de la République, à nouveau candidat à cette élection présidentielle? C'est pas sûr qu'il y ait des débats. Il y a un porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé à titre provisoire en disant « Je ne suis pas sûr que le président de la République ait à débattre avec 10 autres candidats qui ne représentent finalement que des courants, ce ne sont pas mes mots, là je reprends les mots du porte-parole du gouvernement, qui ne représentent que des courants microscopiques. Et donc finalement, s'il y a 10 candidats, 11 ou 12 au départ, ce n'est pas la peine au regard de leur temps de parole qui doit être égaux. Parce que les temps de parole doivent être égaux, c'est à la base de nos principes démocratiques, c'est peut-être pas forcément la peine d'organiser le débat. Et vous vous rendez compte, si on organise une élection présidentielle sans débat de premier tour, je mets débat au pluriel, parce que moi j'attends des débats au pluriel entre l'ensemble des candidats, et ensuite on demande aux citoyens de se mobiliser pour aller voter alors qu'ils n'auront même pas entendu des échanges entre les différentes offres politiques qui leur ont été faites. Je pense que structurellement et collectivement, il y a à repenser la manière dont on veut organiser le débat politique. Parce que si on en est à penser un débat politique dans lequel on considère que les candidats n'ont pas échangé entre eux de manière publique pour permettre aux 20, 25, 30 millions de personnes qui regardent les débats d'avant premier tour de pouvoir se prononcer sur la base d'un échange, alors la situation devient véritablement problématique. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un petit coup peut-être un coup plus féroce à cette démocratie qui est en panne? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller plus loin que, pardon Joe, des maisons citoyennes? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller plus loin que des tentatives de conventions citoyennes pour le climat qui en fait ne sont pas écoutées derrière? Est-ce que, un peu comme sur le sujet de l'écologie, la végétalisation des villes c'est bien, mais il est peut-être temps d'aller un peu plus loin? Et est-ce que sur la démocratie, il n'est pas temps, voilà, est-ce que pour sortir de cette apathie et de cette sensation d'impuissance qu'on peut peut-être ressentir, il n'est pas temps d'avoir, je ne vais pas dire grand soir, parce que ça veut... Non, il n'y aura pas de grand soir. Il n'y aura pas de grand soir. Par contre, il faut arrêter de peindre la démocratie d'un peu de participation. Les gens ne supportent pas ça. De faire semblant un petit budget participatif par là, une petite consultation, c'est-à-dire que la démocratie n'est pas inclusive. Et que disent les gens aujourd'hui? C'est l'aboutissement de 30 ans. C'est aussi dans un contexte de mondialisation, de néolibéralisme qui heurte les gens, qui creuse les inégalités. On ne peut pas faire abstraction de ça, qui détruit la planète, qui crée comment dire, un sentiment de peur, en fait. Les gens en ont marre, en fait. Les gens en ont marre. Aujourd'hui, le constat, c'est que les gens en ont marre. Ce n'est pas lié aux candidats d'aujourd'hui. C'est très progressivement. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens, dans les ronds-points de France, les Gilets jaunes? Ils ont dit, on a marre d'être dragués pour les élections et oubliés comme citoyens. Ils ont dit notamment ça. Et la cour de récréation que notamment les chaînes de télé en continu présentent, c'est qu'on a l'impression, et parfois c'est vrai, que les gens sont passés ils sont maîtres dans la conquête du pouvoir et sont analphabètes dans la capacité de le partager. Et donc, toute la transition qu'il faut entreprendre, mais c'est bien une transition aussi compliquée que l'écologie, et pourtant ça relève de l'urgence, c'est comment passer de ce que j'appelle une démocratie providentielle, descendante, passive, anesthésiante, pour tout dire infantilisante, vers une démocratie construction où l'exigence concerne l'élu, le citoyen, l'expert et les organisations. Le discours courageux de la démocratie, c'est je fais, tu fais, nous faisons. Mais la responsabilité est de l'ordre de l'offre politique. Et tant que l'offre politique est dire je vais draguer, je suis élu, et pendant 6 ans, j'en ai rien à cirer de ce que peuvent penser les gens, de comment on fabrique les lois autrement que dans l'entre-soi de quelques députés, d'un Sénat dont on peut s'interroger sur le sens, oui, il faut changer tout. Mais ça prendra du temps, parce qu'il faut commencer par l'école de la République. Et notamment l'idée de comment vraiment faire une école de la coopération et pas de la compétition. Comment créer les conditions que chaque personne, à un moment donné dans sa vie, donne peut-être 6 mois. Moi, je suis pour l'obligation du service civique. Comment
faire en sorte qu'on apprenne. Moi, je rêve à des universités de l'agir public où on forme les élus à partager le pouvoir, à donner du sens. Le rôle du politique, c'est d'abord donner du sens avant de décider, animer le processus de décision avant de décider, donc proposer de nouvelles pratiques. C'est une révolution par rapport à ça. Réfléchir ensuite, et tout est lié, à d'autres institutions, d'autres modes de désignation. Quand on pense que dans notre pays, et ça ne concerne pas que M. Macron, on peut être élu président de la République avec 24% des électeurs, c'est-à-dire 10% des inscrits, et au deuxième tour, par vote par défaut. Ça veut dire que vous avez 75% des gens qui ne sont pas d'accord avec le programme et vous voulez continuer à faire croire qu'on applique son programme qui représente 25% des électeurs et que la démocratie s'arrête d'une manière intermittente tous les 6 ans. Et donc la démocratie continue qui est à inventer à l'échelle nationale, comme on a essayé de faire au niveau local, c'est plus une option, c'est une obligation. Et donc en fait, c'est même plus qu'une transition, c'est une métamorphose démocratique. Et c'est-à-dire vraiment avoir le courage du changement. Et ça suppose aussi, malheureusement, une dimension que j'ai commencé tout à l'heure, une dimension qui est personnelle. Moi, je pense qu'il y a une dimension spirituelle dans l'engagement politique, au sens très général du terme. Il y a, quel est mon sens de l'engagement? Nous, on a souvent fait des séminaires avec l'équipe municipale et les collaborateurs. Et on s'est toujours posé la question du discernement de nos pratiques. Quel est le sens de mon engagement? Moi, j'étais plutôt coureur de demi-fond, j'étais quelquefois en équipe de France sur 800 mètres, plutôt guerrier, mais j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à travailler dans une démarche de plein pied. Donc, en fait, il faut arrêter de dire qu'il y a un système, un truc. Moi, j'aime bien ces candidats qui nous présentent des institutions, des changements. Oui, bien sûr, je suis pour une 6e République, mais ça doit être accompagné de pratiques différentes, accompagné d'une autre école. Et donc, c'est un vrai changement en profondeur, c'est clair, parce qu'on n'ira pas au bout comme ça. On est au bout d'un système. Et moi, je suis inquiet, mais vraiment inquiet, de voir comment dans l'espace public se multiplient, s'expriment les passions tristes, les pulsions mortifères dont parle Patrick Vivray, soutenues par les banquiers du ressentiment. Je suis inquiet quand 20% des Français croient aux thèses complotistes et que 50% d'entre eux y sont sensibles. Je suis inquiet quand les réseaux sociaux créent du buzz, de l'affrontement, de l'instinct et de l'instant. Je suis inquiet de tout ça. Et il faut être très modeste. Il faudra vraiment une vision globale de transformation de la démocratie. Mais ce n'est pas simplement un système, c'est la personne aussi. C'est comment chacun d'entre nous, et c'est pour ça que je pense que c'est ma conviction personnelle au bout de 5 mandats, c'est qu'il n'y aura pas de transformation durable sans transformation collective et sans transformation personnelle. Moi, je tiens à témoigner que les personnes qui viennent dans une séquence démocratique, elles sortent autrement, elles sortent grandies, elles sortent reconnues. Et il y a du bonheur, il y a de la joie de participer à l'intelligence collective. Et j'aimerais que plus de gens puissent faire cette expérience de l'épreuve de la décision. Et arrêter de croire que pendant les campagnes, on est des magiciens et les habitants des consommateurs, que nous sommes des fournisseurs et les habitants des clients, mais élever le débat et faire en sorte que les élus soient des gens, avant d'être de droite ou de gauche, des gens qui tirent vers le haut et qui tirent vers l'avant. Et ce n'est pas antinomique aux élections. Je peux le dire, vraiment, on peut créer de la confiance avec un autre rapport au pouvoir, avec d'autres pratiques démocratiques. C'est presque un mot de conclusion, mais ce n'est pas un mot de conclusion, on va continuer. Joe vient de dire que ça va venir de l'offre politique. Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de l'offre politique? Ou est-ce on parlait tout à l'heure, on a compris là ce soir que démocratie, ce n'est pas forcément que le vote, ça passe par d'autres choses. Mais est-ce que c'est pas en adhérant à des assos? Est-ce que c'est pas en participant, pourquoi pas un budget participatif s'il est intéressant quand même? Est-ce que c'est pas en alliant toutes les possibilités locales avant tout qu'on va pouvoir changer le système démocratique? Parce que si on attend de l'offre aujourd'hui, enfin, moi j'ai 30 ans, ça fait un peu plus de 12 ans que j'ai l'âge de voter, je vais encore attendre 12, 24 ou 48 ans. Si l'offre change. Mais je peux répondre là-dessus juste. Là, il faut que les trentenaires prennent le pouvoir. Il faut qu'ils prennent le pouvoir. En fait, là, pour répondre à votre question initiale, comment les jeunes s'engagent, c'est faux de dire que les jeunes ne s'engagent pas. Ils s'engagent de leur manière, de manière éphémère, ponctuelle, mais sur des sujets majeurs. La marche pour le climat, c'est fondamental. Mais il faut faire la jonction entre le mouvement citoyen et la réponse politique.
On ne peut pas mettre sur la table les problèmes et laisser aux technocrates et aux politiciens professionnels d'apporter des réponses. Elles seront toujours décevantes. Les politiques n'ont aucun intérêt à faire entrer la population dans les instances. Il faudra qu'on change les choses. Il faut que les partis s'ouvrent. Pourquoi les gens viennent ? Pourquoi 11% des gens croient encore aux partis politiques ? Parce que c'est devenu des fabriques de pouvoir, des fabriques de notables. Il n'y a plus de pensée, plus de réflexion. Vous avez des assemblées nationales aujourd'hui où il n'y a pas un ouvrier. Donc en fait, tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Il y a une colère qui émane du plus profond des territoires, je le sens. Et moi, je ne crois pas impossible qu'on arrive un jour devant un gouvernement illibéral. Quand on voit Trump, comment il a réussi à force de mettre 3500 fake news tous les mois, comment Orban, tout ça, il y a un mouvement de fond. Mais parfois, et Hannah Arendt disait un peu ça aussi, c'est qu'au fond, quand vous ne répondez pas au capital social et que les gens ne sont pas reconnus, qu'est-ce qu'ils ont comme solution ? C'est pas parce que vous citez Arendt que vous allez pouvoir parler plus longtemps. C'est l'identité, c'est de se réfugier dans l'identité comme sentiment d'appartenance. Parce que les gens ont besoin d'un sentiment d'appartenance. Je m'arrête là, je suis désolé. On est vraiment à... Moi, je partage le fait qu'on est proche d'un point de rupture. C'est-à-dire que ce qui était extrêmement intéressant avec le mouvement des Gilets jaunes, d'abord, c'est le fait qu'ils aient choisi les ronds-points et qu'ils aient choisi la couleur jaune pour dire, s'il vous plaît, aux responsables politiques, à la société également, s'il vous plaît, voyez-nous, reconnaissez-nous, faites preuve de respect à notre égard. Ce que je dis dans respect, et c'est là où je rejoins le fait qu'on a besoin d'une double exigence de transformation à la fois collective et à la fois individuelle. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est qu'en tant qu'individu et en tant que société, nous devons prendre une forme d'engagement qui est de faire en sorte que chacune des personnes autour de nous, quelles que soient nos singularités, quelles que soient nos différences, puisse faire l'objet d'une triple forme de reconnaissance. Que chacune des personnes autour de nous puisse faire l'objet de la première forme de reconnaissance, qui est la reconnaissance par l'amour ou par l'affection. Ça veut dire toutes les formes de solidarité, tous les liens de solidarité qu'on peut mettre en place. Et il y a énormément de trous aujourd'hui dans les mailles de nos réseaux de solidarité, malgré l'engagement citoyen associatif extrêmement fort sur les territoires. Il faut que tous les individus autour de nous, et ça c'est une forme d'exigence qu'on doit adopter individuellement et collectivement, puissent faire l'objet d'une reconnaissance en tant qu'individus égaux en droit dans une société d'égaux en droit. Et toutes les formes de discrimination qui existent aujourd'hui font qu'un grand nombre de citoyens ne se sentent pas égaux en droit dans une société d'égaux en droit. Les Gilets jaunes ne se sentaient pas égaux en droit, car les Gilets jaunes ne se sentaient plus reconnus dans une capacité à avoir une mobilité géographique semblable à celle des autres citoyens, parce qu'en tant que périruraux, périurbains, pour la plupart d'entre eux, avec la mise en place d'une taxe carbone, ils se voyaient empêchés à la mobilité. Ils ne se sentaient pas égaux avec les autres citoyens parce qu'ils vivaient dans des territoires où les services publics avaient disparu, s'étaient délités, avec une moins bonne offre en services publics, avec moins de capacité et d'opportunités également pour leurs enfants d'avoir accès à une mobilité géographique, une mobilité professionnelle, une mobilité sociale. Et puis il y a une troisième forme d'engagement qu'on doit prendre en tant qu'individu et qu'on doit faire naître collectivement, c'est faire en sorte qu'on soit dans une société dans laquelle chacun des citoyens qui nous entourent puisse faire l'expérience d'une forme d'estime sociale. C'est-à-dire que chacun d'entre nous dans la société a quelque chose à apporter à la société et apporte quelque chose à la société. Or, on est dans une société dans laquelle on a un débat public qui est conçu d'une telle façon que beaucoup d'entre nous, finalement, a le sentiment de ne pas être estimé socialement pour ce qu'il apporte à la société. Les Gilets jaunes ont dit ça aussi. On se met sur les ronds-points, on se met en jaune parce qu'on souhaite que vous nous regardiez et que vous nous reconnaissiez comme apportant quelque chose à la société. Et cette éthique du respect qu'on doit adopter comme individu et comme société, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on en est véritablement loin. Et qu'est-ce que ça donne comme conséquence politique? Ça donne que le mouvement des Gilets jaunes, quand vous regardez une de leurs revendications, on est basculé totalement dans l'extrême. Ils n'ont tellement plus confiance dans la démocratie représentative qu'un certain nombre de Gilets jaunes ont demandé le retour, enfin la mise en place du mandat impératif. C'est-à-dire,
on demandait à ce que nous ne soyons plus dans une forme de délégation de la souveraineté dans laquelle nous élisons des représentants pour qu'ils puissent exercer un mandat représentatif pendant 5 ans pour les députés, mais une volonté d'élire des personnes sur un mandat impératif pour ne mettre en œuvre que ce qui est défini impérativement et une possibilité de révoquer directement l'élu s'il ne respecte pas le mandat impératif. Vous voyez le niveau de défiance qu'on a laissé se développer pour qu'on en soit une revendication de mandat impératif. Et ça, c'est aussi lié, et c'est cette problématique de renouvellement de la représentation politique. C'est aussi lié au fait qu'en effet, on a des problèmes de représentation dans la démocratie représentative. La dernière assemblée, juste en une phrase, la dernière assemblée a quand même été présentée médiatiquement comme une assemblée très renouvelée parce qu'il y avait une partie de la Startup Nation, d'entrepreneurs, de cadres du privé en 2017 qui rejoignaient cette assemblée. C'est peut-être la première assemblée depuis quelques décennies dans laquelle vous n'aviez aucun ouvrier parmi les députés qui allaient siéger. On a de graves problèmes au-delà de la qualité de l'offre politique. On a de graves problèmes également de représentation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités pour résoudre ce problème. Voilà, vous disiez, est-ce que je vais attendre 48 ans Ça, c'est votre technique pour parler plus longtemps. C'est la question, ça c'est très mauvais comme technique, ça se fait pas du tout. Mais vous disiez, est-ce que je vais attendre 48 ans pour avoir une offre politique renouvelée? Il y a aussi, c'est ce qui est bien dans le fait qu'on soit dans une démocratie. À un moment donné, si vous voulez renouveler l'offre politique, vous pouvez aller faire partie de l'offre politique. Ok, je vais me présenter à la mairie de mon village. Très bien. Merci beaucoup. On peut déjà les applaudir une première fois avant de passer à vos questions.